Bonjour tout le monde et bienvenue à Bien Commun Podcast, un podcast dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard-Desruisseaux, tentons de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la saison 2. On est allé avec une formule un peu différente cette fois-ci, Éric. On n'a pas d'invité avec nous. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas repasser tous nos apprentissages et nos épisodes de la saison 1 et de la saison 2 et mettre de l'avant les points qui nous ont marqué le plus. Donc, tu sais, on le sait, notre format de podcast, c'était à chaque épisode, on a un sujet spécifique qu'on aborde avec un expert invité. Exact. Nous, on joue le rôle des citoyens qui veulent en apprendre plus sur le sujet. Fait que c'était super intéressant. Puis ça nous a permis aussi de mettre de l'avant de l'information de qualité qui provenait de quelqu'un qui connaissait très bien le domaine. Mais tu sais, avant qu'on rentre dans le détail de ces épisodes-là, je t'invite à faire un petit rappel, un petit retour sur comment ce projet-là a commencé. Ouais, d'où ce qu'on part avec ça. Ouais. Ben oui, ben tu sais, comme tu l'as bien dit, ce qu'on visait avec ce projet-là d'entrée de jeu, c'était de un peu démocratiser les enjeux environnementaux en assumant que autant toi que moi, on a de l'intérêt pour ça, on veut faire notre part, on veut mieux comprendre tout ce qui touche à ce sujet-là, mais on n'est pas des experts là-dedans. Fait qu'on a des connaissances de base, mais nous, ce qu'on visait, c'est on a utilisé nos connaissances de base pour venir bien challenger des invités qui sont vraiment spécialisés dans leur propre niche en lien avec le sujet environnemental. Fait que c'est pour ça qu'on tenait à recevoir des invités de qualité à chaque épisode, ce qu'on a réussi à faire, hein, je l'aurais dit, là, mais souvent des PhD, des gens super calés dans leur domaine, qui avaient des chiffres concrets à nous partager, ce qui nous permettait de vraiment bien comprendre comment se positionnait ce sujet spécifique-là dans la sphère environnementale. Fait que je pense qu'on l'a super bien fait là, au fil des 2 saisons. Ouais, puis là, l'épisode qu'on vient de tourner, celui qui arrive là, résume tous ces épisodes-là. Tout à fait. Puis tu sais, des pistes d'actions concrètes, puis on témoigne un petit peu de nos expériences de vie vécues, qu'est-ce qui est plus difficile pour nous à implémenter, qu'est-ce qu'on veut améliorer aussi, puis qu'est-ce qu'on a constaté là, au fil des épisodes qu'on a enregistrés. Exact. Puis si jamais à la maison, on titille votre curiosité, tous les épisodes sont disponibles. Ouais. Donc si jamais vous êtes intéressé par un sujet spécifique, gênez-vous pas à aller réécouter l'épisode. Ouais. Spotify, YouTube, on est là les 2 saisons. Bon sur ça, bonne écoute. Bonne écoute. Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Urcé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfiés à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Urcé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de tous les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Urcé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Urcé et bonne dégustation. On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien Commun Podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC au décapeur.com pour découvrir leur service puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie. Salut Eric, comment tu vas? Ça va toi? Ça va bien, merci. Fait qu'aujourd'hui, on est juste nous deux. Yes, pas d'invité. Pas souvent. Ça arrive pas souvent. La dernière fois que c'est arrivé, c'était à la fin de la saison 1. Ouais. On est à la fin de la saison 2. Fait que formule similaire. On va en profiter, on va parler un peu plus que d'habitude. Ouais, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on va repasser nos épisodes de la saison 1 et 2, les sujets qu'on a abordés. Exact. Puis on va en discuter. Dans le fond, dire c'est quoi qu'on a retenu de ça. C'est ça. Ce qu'on va faire avec ça, c'est, comme tu l'as dit, c'est une discussion. Puis on va faire sortir des éléments concrets, mais aussi intégrer des éléments de notre vie courante, des expériences vécues pour démontrer qu'avec le podcast, on n'a pas la prétention de dire qu'on parle de quelque chose, on l'implémente, c'est réaliste de le faire à tout prix, à 100%, puis ça va avoir un impact concret demain matin. Fait que, tu sais, on va mettre de l'avant, on va essayer de mettre de l'avant quelques expériences qu'on a vécues, puis dire qu'est-ce qui est réaliste un peu, justement, dans nos vies quotidiennes selon nos expériences récentes. Exact. Bon, commençons d'entrée de jeu avec notre premier épisode de la saison 1. Ça remonte à il y a presque un an. Un peu plus qu'un an. Ouais, un peu plus qu'un an.
c'était l'épisode sur la plantation d'arbres. Ouais. Fait que là, ça fait un bout, mais toi, c'est quoi que tu avais retenu de cet épisode-là? Ben, tu sais, moi, quand on était rentré dans ce sujet-là, ce que j'avais en tête, j'avais travaillé pour un précédent employeur sur justement un peu tout ce qui était la démarche ESG. Puis j'avais remarqué qu'il y a une grosse façon employée pour compenser les émissions de carbone, pour aller chercher la neutralité carbone au sein de l'entreprise, c'était d'investir pour aller acheter des crédits carbone pour planter des arbres. Puis là, je me demandais un peu à quel point c'était valide, puis à quel point ça faisait une différence que, mettons, un employeur ou une entreprise ait acheté, ait planté des arbres, d'un point de vue justement émissions GES globales. Fait que là, on avait reçu Charles sur ce sujet-là. Puis moi, grosso modo, sans aller dans le détail, ce que j'en ai retenu, c'est que oui, ça fait bel et bien une différence de planter des arbres, mais peut-être jusqu'à un certain point. Fait que mettons, ça peut être bon de justement investir ou participer à la plantation d'arbres, mais il faut pas se concentrer seulement là-dessus. Faut miser justement sur réduire son empreinte ailleurs pour s'assurer justement overall, on réduit nos émissions de GES. Ouais, parce que ce que Charles nous expliquait de mémoire, c'était que oui, les arbres, c'est bon, par exemple, en ville, pour réduire les îlots de chaleur. Il y avait la rétention de l'eau aussi, la solidification aussi des sols. Ouais. Fait que ça, c'est bien, mais au niveau de la plantation de l'arbre en tant que tel, si tu vas juste replanter un arbre dans une forêt qui était déjà une forêt auparavant puis qui a juste été coupée, ben au final, tu viens pas retirer plus de CO2. Là. Ouais. Si le bois de la forêt se fait couper puis qu'après ça, il est utilisé ou brûlé, mais quand tu regardes sur du très long terme, mettons sur 100 ans, le fait que tu replantes un arbre là, ça n'aura pas de différence versus un arbre qui aurait repoussé là de toute manière. Ouais. Fait que, tu sais, oui, planter des arbres, bon, ça a certains avantages, mais au niveau de la captation de CO2, moi, ce que j'avais retenu, c'est que c'est peut-être pas si efficace que ça sur le très long terme. Ouais, quand tu regardes sur, mettons, une centaine d'années, c'est sûr que sur 15 ans, oui, mais on va être là pour encore plus de 15 ans. Fait que moi, c'est ça que j'avais retenu. Ouais. Puis c'est ça. Après, on a vu dans nos autres épisodes qu'il y avait plein d'autres manières de réduire nos émissions. Mais plantation d'arbres, moi, je garde un petit bémol là-dessus. Puis je trouve pas que c'est incroyable. Puis on l'a vu beaucoup, je pense, l'été passé, mais aussi ce qui m'a frappé, on parle des arbres, mais tu sais, les feux de forêt, là, tu sais, il va en avoir de plus en plus, là. Puis faut pas oublier que justement, comme tu l'as bien dit, le bois en soi, c'est un peu comme du carbone sous forme solide. Fait que, moi, ce qui m'avait frappé, je sais pas si c'était à cet épisode-là au fil de nos épisodes, là, mais c'est de se dire que non seulement qu'il y a un feu de forêt, par exemple, non seulement ça tue la biodiversité, ça détruit des milieux naturels, mais ça émet énormément de CO2 parce que ça brûle le bois en soi qui va relâcher l'ensemble du CO2 qu'il a capté au fil de sa vie. Fait que ça, c'est à garder en tête. Puis quand tu comprends ça, tu te dis, c'est ça. C'est plus que juste un milieu naturel qui brûle. C'est énormément de CO2 qui est émis lorsqu'il y a un feu de forêt. Ouais. Ça, on a moins de contrôle là-dessus. C'est ça, c'est sûr. Peut-être un certain, mais pas tant que ça. Ouais. Mais ouais. Puis, fait que pour plantation d'arbres, je pense que c'est ça. On a partagé un petit peu ce qu'on a retenu les deux. Par la suite, écoute, je pense deuxième épisode direct, sujet complètement différent. On a parlé avec Abby Marino de ce qui est l'industrie de la mode. Ouais. Fait que c'était super intéressant, assez concret. Tout le monde s'habille à chaque matin, du moins je l'espère. Puis, fait que on voulait voir un petit peu à quel point l'industrie de la mode avait un impact environnemental, justement dans quelle mesure. Ouais. Puis on a vu que ça en avait quand même un assez grand, puis notamment des pistes concrètes qu'Abby nous avait parlé pour justement essayer de mitiger un petit peu cette empreinte carbone-là qui est issue de la façon dont on s'habille. Ouais, exact. Fait que là, au niveau des impacts, on avait vu que, les jeans, par exemple, il y avait des produits chimiques, des agents chimiques qui étaient utilisés, qui polluaient les cours d'eau. Ouais. Après ça, le fait qu'on consomme beaucoup de vêtements, ça fait en sorte qu'on sait plus... tu sais, à un moment, on sait plus où les mettre. Les vêtements qu'on jette, ils se ramassent en Indonésie, en Malaisie. Ouais. Ça fait des piles de vêtements. Là. Les plages sont remplies de vêtements. C'est ça. Puis on pense que ces vêtements-là vont être justement utilisés par des personnes peut-être plus démunies ailleurs dans le monde, mais non, des vêtements... Il y en a juste trop. Non, eux autres sont enfouis sous les vêtements. Exact. Ils en veulent pas, nos vêtements, puis nous, on les envoie là-bas. C'est ça. Il y en a carrément trop déjà au moment où on se parle. Fait qu'idéalement, c'est sûr que c'est intéressant. On nous en avait parlé de peut-être regarder vers la seconde main. Il y a de plus en plus de friperies, de plus en plus d'offres dans ce domaine-là. C'est sûr qu'encore à ce jour, ça prend un petit peu plus de temps. Tu sais, je sais que moi, encore à ce jour, on en avait parlé, mais c'est quelque chose qui me chicote là, d'aller passer des heures pour essayer de trouver des morceaux qui font mon affaire. Fait que c'est sûr qu'au niveau, justement, de l'expérience, c'est pas aussi facile peut-être en ce moment que d'acheter du neuf. Fait que ça, toute transparence, mettons, moi, c'est mon défi principal. Je pense que c'est une mentalité aussi. Là. Tout ce qui est fast fashion en ce moment, c'est on achète un vêtement, on le change 2 mois plus tard, mais à un moment donné, il faut revoir
notre modèle de consommation. Là. Tu t'achètes deux beaux vêtements que tu vas remettre plus souvent, puis c'est ça. Tu as une coupe de t-shirts, mais tu n'as pas besoin d'acheter du linge à chaque 2 mois. Là. Moi, je pense que ça fait pas loin d'1 an que j'ai pas acheté un t-shirt. Mais c'est ça, puis à la limite, toi, tu m'en as donné à un moment donné, moi, j'en ai redonné, tu sais. Tu pognes quelqu'un à ta taille, puis il y a moyen de faire de quoi, là. Ouais, mais surtout à notre âge, on grandit plus comme on a grandi, là, c'est fini. Non, là. c'est fait que, à un moment donné, tu fais une rotation avec ce que t'as, puis t'es super bien, là, puis les gens remarquent pas là, que tu vas mettre des. Tu sais, on en a même s'ils le remarquent, honnêtement, je veux dire, si t'es habillé, je sais pas. Si t'es habillé 3 fois de la même manière dans la même semaine, bon, faut que tu laves ton linge, faut pas que tu pues, mais. Je veux dire, ça devrait pas. On devrait pas juger les gens pour ça. Là. En tout cas, à mon avis, là, c'est comme. Réutiliser nos affaires puis bien les utiliser, c'est bien plus cool si on veut que toujours changer. Là. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il faut que c'est ça vers où la mentalité, il faudrait qu'elle transitionne tranquillement. Puis, puis moi aussi, depuis justement, notamment, je pense après cet épisode-là, je m'assure d'acheter le plus possible des morceaux de qualité. T'sais. C'est sûr que moi, la fast fashion, c'est fini. Puis aussi, je l'ai remarqué. Tu sais, la qualité, là, outre de l'impact environnemental, tu sais, la qualité, puis on a parlé justement, ça fait en sorte que vu que c'est de la qualité moindre, souvent le fast fashion, on est poussé, veut pas, à en acheter plus. Puis, en tout cas, personnellement, de mon expérience, aussi, les vêtements peut-être un petit peu plus dispendieux sont plus confortables. En tout cas, du moins, j'essaie de tendre vers des vêtements plus confortables, mais ça amène à un autre point qu'on avait vu. Moi, j'ai remarqué que souvent, les vêtements les plus confortables, malheureusement, ce qu'Abby nous avait dit, c'est que l'idéal, c'est de miser sur des vêtements dont la composition n'est pas un mélange. Fait que par exemple, un seul vêtement, textile, ça, un seul textile, coton. un seul matériau, donc 100% coton par exemple. Moi, ce que je me suis rendu compte. Puis ça, c'était pour favoriser le recyclage. Ouais, c'est ça. Du vêtement. Ça nous avait expliqué que justement, c'est difficile à venir dissocier les différentes fibres si le matériau est différent. Puis c'est ça, souvent, les vêtements plus confortables vont avoir des matériaux à base de plastique, comme du spandex, de l'élastane. Fait que ça, tranquillement, justement, moi, je prends la peine de regarder les étiquettes de ce que j'achète. Puis c'est difficile, souvent, surtout dans le linge de sport. Puis justement, quand tu tombes dans des vêtements plus confortables, souvent, j'ai remarqué qu'il y avait ces matériaux à base de plastique-là. Fait que ça gardait à l'œil. Fait que encore une fois, c'est d'essayer de faire sa part et de regarder l'étiquette quand il y a des vêtements qui nous intéressent. Fait que ça impliquerait de faire une petite croix sur notre confort personnel. Puis, Ben encore, là, tu sais, mon échantillon n'est pas super grand, mais c'est d'en être conscient que, tu sais, juste en prenant l'habitude de regarder les étiquettes, c'est une tendance que j'ai remarquée. Ouais. Puis encore là, oui, ça va favoriser le recyclage ou, au pire, mettons la dégradation du vêtement dans le temps, s'il est 100% coton. Parce qu'en ce moment, les vêtements sont pas vraiment recyclés. Là. Nos vêtements au Québec sont... Tu sais, oui, il y a des friperies, tout ça, mais de venir prendre la fibre, la défaire puis la refaire d'autres choses, me semble que c'était pas beaucoup fait. Ou c'était peut-être fait un petit peu, mais la majorité, on envoyait ça ailleurs. Puis ça s'en vient comme procédé, là, mais c'est pas quelque chose qui se fait à grande échelle en ce moment. Là. Puis c'est sûr que si t'as 90% de ton linge qui est pas recyclable, ben c'est plus dur après de trouver des vêtements qui sont recyclables, mettons 100% coton. Fait que, bref, je pense pour conclure ce sujet-là, comme ce mien au début, ça revient à un esprit qui revient beaucoup dans nos épisodes, mais c'est juste d'essayer de diminuer sa consommation, du moins de la modérer. Là. À la base, d'essayer de voir justement, comme tu l'as bien dit, à quel point j'ai besoin de 18 t-shirts. Là. Exact. Fait que c'est une puis garder en tête aussi, il vient de où ce t-shirt-là, puis il a été fait par qui. Là. Ouais. Parce qu'il faut se rappeler aussi que tout ce qu'on consomme, c'est qu'on vient financer puis encourager la personne à qui on donne notre argent. Fait que si tu achètes, par exemple, plein de fast fashion, ben, tu donnes ton argent à ces corporations-là, puis tu viens encourager ce modèle-là, au final. Ouais, tu viens les supporter, tu viens leur donner plus de pouvoir pour qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Exact. Ouais. Fait que, mais ça va s'appliquer pour toute la consommation qu'on fait, mais ça revient à ce qu'on consomme, c'est qu'on encourage directement les gens qui le font. Ouais. Fait que ça vaut la peine des fois de se poser la question puis essayer de faire des choix un peu différents. Ouais. Good. Fait que ça, c'était pour ce qui était de l'industrie de la mode. La mode, exact. Après ça, on a parlé du marché du carbone. Ouais. Avec Pauline Robert. Ouais, de la coop carbone de mémoire. Puis, grosso modo, on avait fait la distinction entre
entre les différents marchés du carbone, si on veut, là, parce qu'il y a différents systèmes. Puis on l'a vu notamment récemment avec la fameuse taxe carbone fédérale, là, notamment sur l'essence qui a été abolie. Puis nous, on avait compris dans cet épisode-là, l'année dernière, dans la saison 1, que justement, le Québec était à part de ça. On a notre propre système de crédit carbone au Québec, contrairement aux autres provinces du Canada. C'est ça. Ouais. Donc, nous, moi, je sais que je l'ai entendu à la radio, là, que malheureusement, nous, le fait d'enlever la taxe carbone, mettons, ça touche l'essence dans les autres provinces canadiennes, mais nous, au Québec, notre système est différent, on est indépendant. Fait que ça va pas diminuer notre prix de l'essence parce qu'on n'est pas assujetti à ce système-là qui est fédéral. Non, puis moi, il y avait trois systèmes là, de taxation, mais moi, ce que je me rappelle, c'est que le fait de venir taxer les émissions de CO2, ça peut être un concept un peu nébuleux quand tu vois ça, parce que ça reste que c'est un système qui est pas vraiment tangible, mais c'est super important, puis c'est super puissant. Puis c'est une bonne chose d'avoir réussi à mettre ça en place, surtout pour les industries, parce que ça permet de venir quantifier financièrement on a un prix sur la pollution. L'impact des émissions, exact. Ouais. Puis moi, j'ai travaillé un peu là-dedans, puis ça vient carrément justifier des projets de décarbonation. Là. Tu te dis, OK, ben ça me coûte, par exemple, je sais pas moi, 2 millions en émissions de GES par année. Dans des grosses industries, tu parles. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, des grands pollueurs, mais là, ils se disent, mais là, ça me coûte cher en taxe carbone. Fait que je vais mettre en place des initiatives de décarbonation. Ouais. Mais le fait de venir associer un coût à ça, ça permet justement de justifier des investissements. Fait que ça, c'est vraiment très bien. Puis je pense qu'on est chanceux d'avoir ça, mais il faut continuer dans ce sens-là. C'est ça. Tout de ce que tu parles pour les industries, c'est le SPED, dans le fond, le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Fait que ça, c'est le système propre au Québec, qui est justement particulièrement pour les industries les plus grands pollueurs. Puis il y avait vraiment un troisième marché. Tu avais vraiment le marché fédéral, le marché justement au niveau du Québec, puis c'est le marché volontaire, là, je pense qu'on l'appelait. Là. Fait que en tant que citoyen, qu'est-ce qui est le plus proche de nous, c'est de se dire qu'il existe des plateformes en ligne notamment sur lesquelles on peut acheter des crédits carbone sur une base volontaire, par exemple, lorsqu'on voyage. Fait que on sait notamment des voyages par avion, c'est sûr que c'est des grands émetteurs de GES. Fait qu'il y a moyen, sur une base volontaire, de venir justement acheter des crédits carbone pour compenser dans une certaine mesure fait que les si émissions. Tu fais un voyage dans le sud qui te coûte 1500$, puis là tu dis OK, ben je veux compenser mes émissions de l'avion, les transports et tout ça, tu dis OK, ben à mon voyage de 1500$, il y a là, je sais pas combien ça pourrait coûter, mais mettons 500$ de plus pour venir compenser mes émissions. Fait que ton voyage va te coûter 2000$. Exact. Mais il va avoir une faible empreinte environnementale. Voilà. C'est sur une base volontaire à 100%, mais ça demeure pertinent. Ouais. Puis ça permet de maintenir ces activités. Là. C'est le fun de voyager. Là. J'ai voyagé le mois dernier. Là, mais c'est une option. Ben, c'est un luxe. C'est un luxe de voyager. Puis c'est ça. À un moment donné, peut-être qu'on va venir à prendre ça en compte. Puis se dire, ben, mon voyage, il coûte pas 1500, il coûte 2000. Ouais. Tu sais, peut-être aussi qu'éventuellement, il va y avoir des taxes. Ça va peut-être venir dans le prix. Inclus dans le prix. Ça tombe jamais. Ouais. Puis, une autre affaire aussi, on avait vu que même nous, on pouvait se partir un projet de décarbonation. Tu sais, quelqu'un qui veut, il peut se partir un projet de décarbonation puis vendre des crédits carbone sur le marché volontaire. Ça, c'est un autre non, c'est intéressant comme monde. Puis moi, je recommande comme épisode d'aller écouter, là, parce que c'est nébuleux souvent, puis c'est abstrait, mais quand tu prenais 40 minutes à aller écouter l'épisode, là, puis ça le rend super concret pourtant. C'est pas si compliqué que ça. Par la suite, on a reçu un invité pour parler de l'efficacité énergétique. Philippe Langlois, qui est un ingénieur, justement, qui était spécialisé à ce niveau-là. Fait que, tu sais, grosso modo, qu'est-ce qui est mis de l'avant, c'est l'importance d'une part de l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce que, tu sais, on a tout le temps l'impression que, bon, on veut tout le temps de la croissance, là. On veut tout le temps plus d'énergie parce qu'on a des plus grands besoins. Mais moi, je me rappelle, ce qui nous a fait comprendre assez rapidement, c'est que une des façons de ne pas avoir à aller, mettons, chercher des mesures pour avoir plus d'électricité, c'est de voir comment on utilise celle qu'on a actuellement. Donc, d'être plus efficace avec la quantité d'énergie qu'on a en ce moment. Ouais, puis il avait dit une phrase, comme, je vais paraphraser, je me rappelle pas exactement c'était quoi, mais c'était comme le meilleur projet pour générer de l'électricité est de pas utiliser cette électricité-là. Ouais. Comme quoi, si tu arrives à bien isoler ta maison, tu vas consommer moins, fait que tu vas libérer, dans le fond, des mégawatts ou des watts de disponibles sur le réseau. C'est ça. C'est ça. Ça m'avait quand même marqué. Là. Puis c'est vrai. Là, si tu arrives à bien isoler puis à réduire ta consommation ou réutiliser toute ta génération de chaleur, ben tu viens réduire ultimement
ta consommation d'électricité. C'est ça, parce que mettons qu'on prend, je sais pas, là, on prend 3 maisons, puis il y en a 2 qui réussissent à. Supposition, qui réussissent à diminuer leur consommation énergétique parce qu'ils sont plus efficaces de moitié. Mais ça libère d'énergie pour aller, mettons, combler à 100% les besoins de la 3e maison. Ouais, fait que, alors, grâce à ça. Ou pour venir. Ou pour d'autres choses. Pour alimenter, par exemple, une industrie qui veut se décarboner. Ouais. Parce qu'on sait en ce moment, plusieurs industries qui y aurait des projets de décarbonation. Ils n'arrivent pas à aller chercher les blocs énergie. Il n'y a pas l'électricité disponible pour se décarboner. Fait que toute l'énergie qu'on arrive à libérer, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses. Ouais. Puis éventuellement, se décarboner. Puis concrètement, qu'est-ce que tu as retenu? Comment on peut être plus efficace dans notre consommation énergétique, mettons? Auprès du particulier, ça venait au niveau de l'isolation du bâtiment, de ce que j'ai retenu. Ouais. On sait nos maisons, là, ce qu'on consomme finalement comme électricité, il y en a plus de 50%, me semble, qui est attribuable au chauffage de notre espace de vie. Suite de ça, tu as le chauffage de l'eau. Fait que si tu viens justement bien isoler ta maison, à la limite, tu peux venir réduire un peu ta température. Il y a ILO de Hydro-Québec qui permet de venir réduire la température de ton espace de vie pendant des périodes de pointe. Ouais. Fait qu'il y a certaines technologies qui existent, qu'on peut utiliser. Ouais. Mais ouais, c'était pas ça que j'avais retenu. Ça rejoint ce que moi aussi je me rappelle de cet épisode-là. Fait que tu sais, l'idée de s'assurer que justement, c'est un condo où t'es propriétaire d'une maison, c'est justement de voir ton isolation. C'est autant justement l'isolation par exemple de tes murs que de tes fenêtres, que de tes portes. Puis il existe aussi des programmes de subvention pour ça qui peuvent nous aider à pallier à ces coûts-là. Il existe aussi l'opportunité d'installer une thermopompe qui permet d'être plus efficace énergétiquement. Même chose, si tu es propriétaire d'une habitation, c'est super intéressant, c'est plus dispendieux, mais il existe aussi des subventions pour ça. Puis avec les économies d'énergie que tu fais au travers du temps, ça devient un investissement super intéressant. Ça peut devenir rentable avec le temps. Puis les subventions, c'est quand même élevé. Ah, il y a la thermopompe, thermopompe, oui, mais même au niveau de l'isolation, là, il y a la cousine de ma blonde qui viennent de s'acheter une maison. Puis c'est quand même une vieille maison qui était isolée avec de la RIP. Puis, ils ont tout refait l'isolation, ils ont changé plein d'affaires dans la maison. Mais malgré tous ces coûts-là de rénovation, avec toutes les subventions, ça leur revenait à comme quelques centaines de dollars. Là. C'était même pas 1000$. Là. C'est ça. Fait que ce qu'ils vont sauver au fil du temps, ça va être rentabilisé assez rapidement. Puis, c'est ça. Puis il y en a une dernière qu'on n'a pas mentionné encore. Je me rappelle que j'ai l'exemple classique de l'ancien ministre Fitzgibbon là, qui disait de faire attention à son lave-vaisselle quand est-ce qu'on le parle. Mais tu sais, ce que je vais en venir avec ça, c'est, mettons, j'ai une voiture électrique. J'ai notamment, peut-être en utilisant ILO, d'autres systèmes avec des intelligences artificielles ou juste la planification, ben je m'assure de partir la recharge de mon véhicule électrique, par exemple, la nuit, et non de 5h à 8h quand tout le monde en a besoin le soir. Fait que, tu sais, cette idée-là aussi de répartir sa consommation énergétique dans le temps sur 24 heures, ben ça permet justement d'être plus efficace énergétiquement et d'éviter les pointes. Les pointes qu'on avait parlé durant l'épisode, qui beaucoup vont c'était ça le gros enjeu en réalité. C'est ça. Puis les pointes ne veulent pas, ils vont survenir beaucoup l'hiver parce qu'il fait froid, on chauffe toutes les maisons, on a beaucoup besoin d'électricité, puis aux périodes de pointe par définition. Ouais. Fait que les soirs, les matins, lorsque tout le monde utilise l'électricité. C'est comme sur l'autoroute quand tu vas au travail le matin. Si t'es sur l'autoroute à 7h30, 8h, ça va être jam-pack, il va y avoir plein de trafic. C'est ça. Fait que moi, je pense à 6h. Si t'arrives à répartir tes gens pendant la journée, ben, t'as moins de points. Il n'y aura pas de trafic. Puis tout va bien. Fait qu'on diminue la pointe. Très bon exemple. Je sais pas si c'était une bonne analogie, mais moi, j'ai compris direct. C'est très concret. Ensuite de ça, on avait le recyclage. Ouais. On a reçu Danny. Danny. Recyclage, moi, ce que je retiens, c'est que il y en a beaucoup qui est fait actuellement. C'est pas encore parfait là, comme système. Ouais. Pas tout est recyclé. Il y a des matières qui ont plus de valeur que d'autres, comme l'aluminium. L'aluminium, ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Mais le tri à la source, ça avait l'air quand même très prometteur. Ouais. Du point de vue individuel, c'est ça. Moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment comment dire, la plus grande part qu'on peut faire, c'est la plus petite job, entre guillemets, de toute la chaîne de recyclage. Ça doit juste s'assurer de mettre ce qui est recyclable dans le recyclage, puisqu'il ne l'est pas dans le recyclage, grossièrement. Puis, tu sais, Dieu sait qu'il ici, c'est relativement simple, contrairement à ailleurs en Europe, où justement, le tri est beaucoup plus spécifique, t'as beaucoup plus de choix en fonction des différents matériaux recyclables. Fait que, tu sais, juste de connaître un petit peu les bases,
en ce qui a trait à qu'est-ce qui est recyclable ou non, ça fait une énorme différence là, pour tout ce qui est de la chaîne de recyclage par la suite. Fait qu'il y a ça, puis comme tu as dit, de faire attention à ce qu'on met dans le recyclage. Parce que des fois, si on peut mettre quelque chose qui doit pas y aller, puis là, ça peut avoir des gros impacts. Là. Quand c'est rendu au centre de tri, si tu mets une batterie, par exemple, ben, ça peut exploser, ça peut prendre feu. Non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les travailleurs là-bas, c'est ça? Exact. Hey, parce que c'est compliqué là, quand tu y penses. Tu sais, le centre de tri, là, il ramasse toutes les poubelles, là, toutes les cochonneries de tout le monde. Ouais. Fait que trier ça, c'est un sacré défi. Là. Ouais. Fait que essayons de leur rendre la vie facile comme on peut. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, depuis ce temps-là, quand je fais du papier d'aluminium, si moi, vraiment, qui est pas trop sale ou je peux enlever la saleté, j'essaie de l'enlever pour le mettre dans le recyclage. Fait que, le papier d'aluminium, s'il est pas trop sale, il peut aller dans le recyclage directement. Fait que, non, un autre bon épisode à l'écouter parce que le recyclage est proche de nous et c'est facilement implémentable. Ouais. Sur de ça, on avait la mobilité durable avec Valérie Tremblay. Ouais. De chez Équiteur. Ouais, très fort, bonne mémoire. Fait que là, on avait parlé de différentes choses. Moi, ce que je retiendrai à cet épisode-là, c'est que, bon, on le sait, les transports, c'est quand même une source d'émissions importante. Là. Ouais. Tu sais, nos 3 secteurs d'émissions, là, pour un particulier, c'est, mettons, grosso modo, 30% transport, 30% alimentation, puis 30% autres qui seraient attribuables à notre consommation. Notre consommation, les grosses industries aussi, ouais. Fait que on voit que notre transport a vraiment un gros impact. Fait qu'agir là-dessus, ça a un impact réel. Puis c'était intéressant parce que Valérie, elle habite à Montréal. Ouais. Nous, on est de Québec. À Québec, nécessairement, bon, je sais que ça fait couler beaucoup d'encre, mais tu sais, on a peut-être... Encore là, c'est discutable. Personnellement, je sais que j'ai pas l'habitude d'utiliser énormément le transport en commun, mais on a peut-être moins d'options, moins la facilité de l'utiliser, contrairement à un temps à Montréal où c'est facile d'accès si tu habites, par exemple, sur l'île. Moi, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quelques années. Je l'ai fait quelques années quand même. Plusieurs années même. Transport en commun. Puis oui, OK, ça sera pas aussi vite qu'un auto. Ça, c'est sûr. Je le concède. Ouais. Mais quand même si ça te prend 15 minutes de plus, OK, te rendre au point B. Là. Mais si ta run a dure, par exemple, 40 minutes, 45 minutes, puis en char, ça te prendrait 30 minutes, mais ton 45 minutes, c'est du temps que tu peux prendre à faire quelque chose. Versus ton 30 minutes de char que tu vas conduire, puis que tu vas te faire chier dans le trafic, par exemple. Fait que moi, pour l'autobus, le transport en commun, j'aimais vraiment ça pour ça. Tu sais, tu peux prendre le temps de relaxer, lire un livre, whatever. Fait que ça, je trouve ça très bien. Sinon, il y a aussi maintenant à vélo à Québec. À Québec, notamment. Qui prend de l'expansion. Ça, c'est bien aussi. Tu as un abonnement, tu peux prendre les vélos qui sont disponibles. Puis c'est des vélos à assistance électrique. Fait que t'as pas besoin d'être un marathonien pour faire ça. Ou un triathlonien comme toi bientôt. Fait qu'il y a ça qui est quand même une belle option. Puis sinon, si on a vraiment à prendre notre auto pour X raisons, il y a toujours l'option de covoiturage. Qui est possible. Moi, dans le cadre de mon travail, j'aime me déplacer plus en région, presque. Mais je m'arrange avec des collègues, puis on embarque 3-4 dans un auto. Fait que, tu sais, on va tout en même place. Fait qu'aussi bien rendre ça efficace. Tout à fait. Fait qu'il y a cette option-là aussi qui existe. Oui, c'est un petit peu plus de coordination, un peu plus de gestion, mais en bout de ligne, ça vaut la peine. Puis c'est le fun aussi, tu sais, tu peux jaser. Tu jases, Non, c'est ça. Non, toi, tu le fais bien. Ça, c'est une de mes faiblesses, au niveau du transport. Je suis beaucoup en solo dans ma voiture. Le changement que j'ai fait depuis cet épisode-là, j'ai un véhicule électrique. Mais c'était super intéressant de voir, ça recoupe un peu l'épisode sur les véhicules électriques qu'on avait fait. Là. Moi, je magasinais pour avoir un véhicule électrique, puis idéalement, j'avais pas besoin de quelque chose de gros, là. Mais je me suis rendu compte en magasinant que malheureusement, dans les véhicules électriques, l'offre, il n'y a pas plus tard que l'année dernière, à la fin de l'année, dans les véhicules les moins dispendieux, c'était des gros VUS. Fait qu'on avait parlé notamment, là. Fait que même si tu veux tendre à l'électricité, on avait parlé dans l'épisode d'électrification, c'est un bon choix, mais jusqu'à un certain point. Ça permet de diminuer ses émissions de GES, mais jusqu'à un certain point. C'est ça, souvent, tu es pris pour aller vers un gros véhicule. Puis on le sait, les gros véhicules, niveau environnemental, c'est moins idéal, nécessairement par sa dimension, ça requiert beaucoup de matériaux, mais aussi parce qu'au niveau sécurité, d'un point de vue plus social, il y a des plus gros risques, etc. Envers les autres usagers de la route, les vélos, les piétons. Fait que ça, c'est une espèce de tranche de vie là, que je partage, que moi, je me suis rendu compte que justement, en termes de choix de modèles, de petits modèles électriques, il y en avait très peu. Fait que... c'est ça que Valérie disait, les moteurs deviennent toujours plus efficaces
Fait que normalement, on devrait consommer moins. Ouais. Mais les véhicules grossissent. Les véhicules ont grossi. Fait qu'au final, on consomme autant. Exactement. Puis, donc, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mettons ma copine qui est à Sherbrooke, je pourrais justement tranquillement essayer de faire du covoiturage. Je veux pas parce que ça fait une bonne différence. Le moindrement que tu fais des longues distances, moindrement fréquemment, c'est quelque chose que certainement, moi, je pourrais implémenter davantage. Hey, mais ça, j'avais trouvé ça vraiment bien aussi quand on était allé en ski cet hiver. Là. C'est hot, là. Tu prends ton véhicule, on avait pris ton char électrique. Ouais. Puis, tu sais, on était allé à Stoneham, peut-être une centaine de kilomètres. Puis, ça a presque rien coûté au final. Là. C'est ça. Oui, il faut que tu le recharges, mais si t'as ta borne de rechargement, fait que ça coûte pas cher, puis ça l'émet peu. C'est ça. C'est cool. Ça. Fait que, c'est ça. Le véhicule électrique, moi, je l'ai vécu. On avait parlé dans l'épisode. Faire rouler le véhicule électrique, une fois que tu l'as, ça coûte vraiment pas grand-chose. Fait que c'est super intéressant du point de vue monétaire. Puis on avait démontré dans l'épisode que, comme on le dit, c'est toute réserve, là, mais ça demeure une alternative intéressante contrairement aux véhicules conventionnels. Mais ça reste qu'idéalement, c'est d'utiliser des moyens de transport plus durables puis des transports en commun idéalement. Ouais. Ensuite de ça, on avait la désinformation. Ouais. Désinformation, on avait abordé ça plus vers le volet climatique. Ouais. Grosso modo, ce que je retiens, c'est garder notre esprit critique, valider les sources, faire attention aussi, tu sais, les réseaux sociaux, on en voit beaucoup passer, là, puis on le voit un peu aussi avec le marketing, là, on en a fait un peu du marketing avec le podcast, puis souvent, tu essaies de venir cogner sur le même clou, si on veut, puis à un moment donné, ça rentre. Il faut faire attention à ça, parce que c'est facile d'avoir comme de la propagande où tu vois plusieurs fois passer le même contenu, puis finalement, tu finis par y croire. Ouais. Mais c'est ça, faut rester alerte puis conscient de ça, puis se tourner vers des sources fiables. C'est ça, ça arrive tellement souvent, puis même à ce moment-là, je pense qu'on l'avait dit que quand tu demandes à quelqu'un, souvent ça commence par j'ai vu sur TikTok que. Ou, ouais, exact. Mais TikTok, là, ça laisse ses limites. Il faut vraiment, comme tu l'as bien dit, prendre le temps de soi-même faire ses recherches, essayer de trouver des sources moindrement crédibles, d'aller trouver plusieurs peut-être sources qui disent au moins la même chose. Parce que, tu sais, comme tu l'as bien dit, mettons, nous, pour le podcast, on l'utilise nécessairement. On essaie de délivrer de la valeur, mettons, dans les courts formats qu'on met sur les plateformes, mais nécessairement, comme tout autre podcast ou personne sur les médias sociaux, ce que les gens vont vouloir, ce qui va les accrocher, c'est des éléments qui punchent. Fait qu'il faut être conscient de ça quand on regarde les médias sociaux, de se dire la personne là, derrière son écran qui a choisi ce segment-là, elle essaie de le choisir conséquemment ce qu'elle punch un petit peu. Fait que tu sais, c'est pas l'entièreté souvent du contenu qui va être dit. Fait que tu sais, juste de comprendre comment les gens montent ces segments-là, souvent ça permet de se dire OK, t'as peu. Là, il veut lancer le sujet, il veut l'accrocher mon œil, mais c'est pas nécessairement toute l'histoire, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, comme tu l'as bien dit, avoir son esprit critique, peut-être justement aller écouter l'épisode de podcast au complet ou aller faire ses recherches puis pas prendre pour du cash ce qui est dit dans un court segment sur les médias sociaux. Ouais, on est rendu avec du fast partout, dont les réseaux sociaux, tu sais, l'information qu'on consulte puis qu'on consomme, c'est du rapide souvent, mais ça vaut la peine de prendre le temps des fois de s'attarder à un sujet puis de comprendre un peu plus le contexte puis ce qui l'entoure, là. Pas juste une vidéo de 15 secondes, parce qu'en 15 secondes, tu peux te faire dire n'importe quoi. Là. Ouais. Puis, tu es capable de me résumer la différence, là, bien faite dans l'épisode, là, désinformation versus mésinformation? Ouais, on avait la mésinformation, où est-ce que c'était quelqu'un qui propageait une fausse information en pensant que c'était vrai. Ouais. Fait qu'il le faisait de bonne volonté, si on veut. Exact. Fait que, mettons, moi qui ai vu une vidéo TikTok, puis qui dit « Hein, OK, telle affaire, je vais aller le dire à mon ami », qui dit, mais finalement, c'était pas vrai. Ouais. Ça, c'est de la mésinformation. Puis désinformation, c'est quelqu'un qui va venir publier ou transmettre de l'information fausse volontairement. Exact. Fait qu'il y avait ces deux affaires-là. Ouais. Puis il faut faire attention aux deux. Tu sais, quelqu'un qui est bien intentionné, ben ça veut pas dire que ce que tu dis, c'est vrai. Fait que des fois, ça vaut la peine de faire des recherches puis s'assurer que ce qu'on dit, c'est vrai. Puis de plus en plus, on ne croise pas nos sources. On a tendance à tendre vers la mésinformation. On est pas mal intentionné, mais on prend juste pas le temps de vérifier ce qu'on voit puis ce qu'on entend. Good. Fait que ça, c'était pour l'épisode sur la désinformation. Yes. Après ça, là, c'était notre dernier de la saison 1. Fait que là, on tombe dans notre saison 2. Ouais. On avait commencé ça avec l'alimentation. Ouais, on voulait puncher le plus possible, puis nous autres, ça nous intéressait. Là, on le gardait dans notre poche arrière parce qu'on voulait en parler. Tu sais, on va aller direct au but. Là, l'alimentation, là, je pense que les deux, on s'en est parlé après, puis ce qu'on a retiré de ça, c'est la plus grande part qu'on peut faire pour réduire notre empreinte environnementale, c'est de réduire sa consommation de viande rouge. On demande... tu sais, avant de parler de ça, même, faut être conscient de quoi que j'ai appris aussi, c'est que l'alimentation représente quand même 30% de nos émissions. Là.
Fait que c'est vraiment pas négligeable. C'est une grosse partie. Ouais. Fait que réussir à agir là-dessus, ça a un gros impact aussi. Fait qu'on a intérêt à mettre nos efforts dans ce sens-là. Puis là, comme tu as dit, avec la viande rouge. Ouais, parce que nécessairement, la viande rouge, ça requiert... faut alimenter le bétail, etc. Ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de ressources, beaucoup d'engrais, etc. Il y a des émissions de méthane qui sont reliées à ça. Beaucoup de méthane, ça pète ces bêtes-là. Hein? Ouais. Pas juste ces bêtes-là, mais ouais. Ouais, pas juste ces bêtes-là, ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que ça fait un grand pas de réduire sa consommation de viande rouge pour réduire son empreinte. Puis aussi, comment dire... Tu sais, souvent, mettons vos restos, c'est un bon exemple, on a des sacrées grosses assiettes. C'est moi, ce que j'avais retenu de ça, c'est de se dire, tu sais, de produire, de consommer de la nourriture pour la quantité qu'on a de besoin. Ouais. Fait que, tu sais, juste d'éviter le gaspillage alimentaire de quelque chose que tu as dans ton frigidaire depuis 3 mois, qui finit par passer date, se jette au vidange, ben c'est ça aussi qui s'accumule au courant de l'année, puis ça fait une grosse différence. Parce qu'il y avait c'était une grosse partie, une grosse proportion de la nourriture qu'on produit qui est perdue. C'était à hauteur de 30%. Là. C'était énorme. Fait que c'est énorme. Donc, faire attention à ce qu'on gaspille, utiliser le congélateur le plus possible, prévoir nos repas. Ça a un impact aussi. Ouais. Fait que, grosso modo, moi, c'est ça que j'ai essayé d'appliquer. Réduire la consommation de viande rouge. Les autres viandes émettent aussi, mais il me semble le ratio, c'était comme 10 fois moins. La volaille à 4 kg de CO2 équivalent, je pense, versus 40 pour la viande rouge. Ouais. Fait que réduire la viande rouge, essayer de gaspiller moins. C'était pas mal le mot d'ordre. Essayer des recettes aussi. Moi, j'ai commencé tranquillement, là, des recettes peut-être plus carrément végétariennes, véganes. Incorporer le tofu tranquillement. J'ai goûté à peut-être 2 recettes depuis l'épisode, puis c'était super bon. Là. Ouais, moi, j'avais essayé un couscous de pois chiches avec des saucisses véganes. Okay. C'était bon, pour vrai. C'était épicé, puis c'était super bon. Ouais. Souvent, ils pensent juste pas. Mais aujourd'hui, c'est rendu que c'est super bon. C'est une fois bien apprêté. Là, il n'y a pratiquement aucune différence si on en sort une. Ouais. Après ça, bon, fait que ça, c'était l'épisode sur l'alimentation. Suite de ça, on a parlé des abeilles. Ouais. Avec Mélissa Girard. Ouais. Les abeilles, c'est quoi que tu avais retenu de ça? Hey, celui-là, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on avait parlé du défi, là. Défi pissenlit? Ouais, défi pissenlit. Ouais. Bref, grosso modo, j'avais le résumé, c'est laissons-les vivre, les abeilles. Dans le sens qu'ils ont un rôle primordial pour la pollinisation de tout ce qui est là exactement. C'était les fruits, les... Ouais, c'était les... je me rappelle pas les... C'est-tu les végétaux entomophiles ou de quoi même? J'avais essayé de dire le mot, puis ça avait pas mal sorti. Ça l'a sûrement encore mal sorti. Mais tu sais, bref, au lieu de plugger les gros termes, c'est grosso modo, les abeilles ont un rôle primordial. Tout ce qui était pommes, fraises, tout ce qui a besoin d'être pollinisé. C'est ça, si tu retrouves des fruits et légumes à l'épicerie, l'abeille a dû passer dessus. Fait qu'il en faut des abeilles, il faut les respecter. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin, dont notamment toutes les fleurs sur notre terrain, par exemple. Fait que essayer de justement un peu modérer à quelle fréquence on coupe notre gazon, d'être plus tolérant à cet effet-là, de garder des espaces verts. Moi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il y a comme 2 catégories d'abeilles. T'as les abeilles, je me rappelle pas comment on les appelait, mais t'as des abeilles qui sont utilisées plus pour l'agriculture, qui eux autres sont assignées à une ruche qui appartient à un être humain. Okay? Ouais. Fait que t'as un apiculteur qui va venir entretenir la ruche, puis les abeilles dépendent directement de l'apiculteur. C'était des abeilles domestiques, je pense qu'il y en appelait. En tout cas. Fait que t'as ces abeilles-là, puis je pense que ça représentait comme 80% des abeilles qu'on a sur la Terre qui sont directement reliées à un apiculteur. Puis après, t'as des abeilles solitaires que là, eux autres, ils vivent par eux-mêmes. Puis c'est plus ces abeilles-là qui se promènent dans nos jardins, qui vont venir polliniser nos fleurs, puis tout ça. Fait qu'au niveau des abeilles domestiques, ou en tout cas celles pour l'agriculture, eux autres sont pris en charge par les êtres humains. Puis nous, le défi pissenlit, ou quand on laisse pousser nos fleurs, c'est pour les abeilles qui sont solitaires. Ouais. Mais elles sont super importantes justement pour nos potagers, les fleurs aussi qu'on a chez nous. Puis, c'est ça, ça revenait un peu au défi des pissenlits. Mais c'était pas juste ça. Le défi des pissenlits, il me semble que c'était en mai-juin. Mais après ça, le restant de l'année, on a intérêt aussi à laisser pousser, le gazon, les fleurs qui sont là, pour tout le reste de la biodiversité. Ça, c'est grosso modo, je me rappelle à la fin de l'épisode, je me disais, OK, mais sans abeilles, on n'aurait juste pas de fruits et légumes. Puis c'est pas juste des fruits et légumes, là, c'était d'autres aliments auxquels on pense pas. On en avait vraiment pas beaucoup. Fait que c'était fou de voir l'ampleur du rôle des abeilles. Moi, ça faisait le tour, t'avais rien d'autre, c'est ça? Écoute, moi, ce qui me vient par la suite, c'est l'épisode sur la consommation.
super intéressant parce que la consommation, souvent on n'y pense pas, là, mais on l'a abordé de façon un petit peu plus large dans le cas de cet épisode-là. On voulait se questionner un petit peu à savoir est-ce qu'on est conscient des différentes stratégies utilisées pour nous forcer à consommer, de l'impact peut-être de ce qu'on consomme. On l'a abordé avec les vêtements tantôt, de se poser la simple question, un peu comme McSween le dit dans son livre, en as-tu vraiment besoin? Tu sais? Parce que souvent, justement, quand tu prends un pas de recul, là, tu te rends compte que tu te fais enfiroiper là, par les grandes compagnies. Là, leur tactique de marketing, ils fonctionnent. Mais tu sais, notre modèle économique est basé en fait sur la consommation. Ouais. Fait que c'est sûr que depuis qu'on est jeune, on se fait pousser, consomme, puis c'est bien vu de consommer. Mais au final, c'est... En tout cas, je veux pas dire que c'est contre consommer, mais il y a certaines choses qu'on n'aurait pas besoin de consommer. Okay? Fait que oui, se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui a voulu m'imposer ce choix-là sans que j'en sois conscient? Je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Ouais. Puis toute cette surconsommation-là qu'on fait, oui, a un impact très important au niveau de l'environnement. Tu sais, des émissions de CO2, mais aussi de la pollution plastique et autres. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est se poser la question, ouais, oui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis est-ce que ça te rend heureux? Mettons, d'acheter ça, d'acquérir ce bien-là. Ben, si ça te rend heureux, je pense qu'il faut revoir je pense qu'il faut revoir ton modèle du bonheur. Mais jusqu'à un certain point. Ouais, c'est ça. C'est pas consommer un bien matériel qui devrait te rendre heureux peut-être temporairement, mais c'est ça. Puis c'est fou, tu sais, moi, je sais que, bon, mettons, je me fais un budget, là, quand ma paye rentre, je m'assure d'allouer certains montants dans certaines sphères de ma vie, puis, mettons, j'avais un budget beaucoup plus gros, mettons. Moi, j'aime bien ça, même m'habiller. J'avais un budget, justement, mettons, pour les vêtements, il y a peut-être 2 ans de ça, plus gros, puis là, il a carrément été shrinké. Puis... Hey, ma vie va super bien, là, je veux dire... Puis après, tu peux faire d'autres choses avec cet argent-là, là? Ben oui, tout à fait, ça te libère de l'argent, tu peux soit la placer ou l'investir dans d'autres choses, des activités, des souvenirs, puis concrètement... T'es bien habillé, je trouve. Ouais, c'est ça, puis ça fait un bout de gelé, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Tu vois, on pense qu'on a besoin de ça, peut-être, comme tu l'as dit, pour nous rendre heureux, mais non, nous, c'est plus que ça, là. Les biens matériels, ça a ses limites. Ouais. On avait aussi vu avec Laure sur la consommation. Tu sais, elle était plus spécialisée en alimentation. Au niveau de l'alimentation, oui. Mais on avait parlé aussi du fait que souvent, les émissions de CO2 sont pas affichées sur les biens qu'on consomme. Oui. Là, j'ai été agréablement surpris. Je me suis acheté une paire de souliers en fin de semaine passée. Ouais. Je pense que ma dernière paire avait comme 7 ans. Puis là, j'ai commencé à courir. Fait que j'avais besoin d'une nouvelle paire. Puis en achetant mes souliers, j'ai remarqué que dans le fond de la semelle, il était écrit l'émission, l'empreinte environnementale du soulier. Fait que là, tu sais, ça commence à être quantifié. Puis là, je pouvais faire un choix plus éclairé en tant que consommateur. Bon, est-ce que je veux lui qui a émis, par exemple, 9 kg de CO2 ou bien l'autre qui en a émis, je sais pas moi, 20 ou bien lui qui en a émis 11? Ouais. Bon, c'est pas le seul critère de décision, mais ça reste que c'en est un parmi tant d'autres. C'est ça. Mais avoir accès à l'information, c'est important. Puis c'est un pas dans la bonne direction. C'est ça. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a des compagnies qui commencent à le faire. Puis tu sais, c'est pas une obligation en ce moment. Mais on avait parlé que justement, ce serait super intéressant parce que nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, on vit notre vie puis on cherche des façons de déceler qu'est-ce qui est la meilleure option ou non. Fait que, comme tu dis, les espadrilles, il y en a maintenant qu'on affiche clairement c'est quoi l'impact carbone de cette chaussure-là. Fait que c'est super intéressant. Puis personnellement, j'espère, puis on en a parlé dans l'épisode encore une fois, qu'il va y avoir de plus en plus de systèmes d'étiquetage, si on veut, dans l'empreinte carbone. Ouais. Pour qu'on puisse faire des meilleurs choix sans avoir à se casser la tête. En Europe, il avait commencé là, des indices, des indicateurs de réparabilité, émissions, ça devait être comptabilisé là-dedans aussi. Ouais. Mais ouais, ça va être essentiel pour que le citoyen puis le consommateur puissent faire un choix plus éclairé à l'avenir. Mais il faut être conscient, un petit mot, pour avoir été de l'autre côté de quantifier des GES dans un labo auparavant. C'est un bon défi. Là. C'est un énorme défi. Puis encore une fois, au niveau de la quantification GES, il y a différents scopes qu'on appelle. Là. Scope 1, 2, 3. Puis plus tu vas large, plus oui, tu couvres, l'impact environnemental réel, mais le plus c'est difficile d'avoir de l'information fiable. Puis le plus loin, c'est souvent, mettons, par exemple, du fabricant de chaussures. Parce que là, on s'en va dans ses fournisseurs. Fait que c'est quand même un énorme défi. Là. Ça serait un outil super intéressant, mais je reconnais que c'est un très bon défi pour les entreprises. C'est un énorme défi, mais c'est pas infaisable. Fait que, tout à fait. Je pense qu'on va tendre vers là. Comme on le voit, il y en a qui le font déjà. Ouais, alors que c'est pas une obligation.
Fait que ça, c'était un autre épisode super intéressant. Ensuite de ça, on avait parlé de biodiversité. Ouais. Fait que biodiversité, moi, ce que j'avais retenu de ça, c'est que t'as des espèces qui vont être protégées. Puis souvent, c'est des espèces qui sont plus connues ou qui vont être... ouais, c'est ça, qui sont plus connues. Puis ils vont agir d'espèces parapluies. Ouais. Fait que le fait de dire, OK, je protège le caribou, par exemple, qui est comme une espèce emblématique, ça va faire en sorte que ça va protéger tout l'environnement autour du caribou. C'est ça. Toutes les autres espèces. Toutes les autres espèces, puis aussi son environnement. C'est ça. Fait que si tu dis, je protège le caribou qui occupe je sais pas moi, une superficie de 15 000 km², là, tu dis, OK, ben là, lui, il a besoin de ça pour vivre. On va protéger cette forêt-là et par le fait même, protéger toutes les autres espèces qui habitent cet environnement. C'est ce qui m'a marqué de ça. C'est pas de... Parce que moi, je me posais la question, pourquoi le maudit caribou au Québec? On parle juste de ça. Mais c'est de comprendre, c'est pas juste le maudit caribou qu'on veut protéger. C'est que le caribou, dans je sais pas, les niveaux trophiques, je pense que ça s'appelle, ou peu importe, là, ça permet de protéger plein d'autres espèces qui gravitent autour du caribou, le fait de protéger cette espèce-là spécifiquement. Fait que c'est super intéressant qu'en en protégeant une, on en protège plein d'autres aussi. Ouais. Puis sinon, au niveau biodiversité, on avait discuté un peu de certaines entreprises qui commencent à aller dans ce sens-là. Ça restait assez nébuleux parce que c'est pas facile à quantifier non plus. Ouais. Fait que voir l'impact concret de ça, c'est pas toujours évident. Mais il y a de plus en plus d'analyses d'impact qui se font, notamment pour les industries, de s'assurer que, mettons, on a un projet de construction, ben on évalue justement l'état de la biodiversité, puis avec des consultants, on élabore des plans pour compenser justement la déforestation qu'on va faire, par exemple, pour une construction. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a des exigences réglementaires par rapport à ça, de plus en plus aujourd'hui. Puis on a aussi parlé des espaces, je pense, des espaces verts, grosso modo, puis de leur rôle. On sait les que milieux humides. Les milieux humides, c'est ça. Les milieux humides, c'est des milieux extrêmement importants, notamment pour la captation de CO2, puis la régulation de mémoire des niveaux de l'eau. Ça agit un peu comme éponge. On en a reparlé aussi avec bon, son nom m'échappe, mais sur l'épisode de l'eau, on en a discuté. Ouais, c'est aussi. ça. Fait que tout ce qui est milieu humide, fait que par exemple, concret de ça, c'est des marécages, par exemple. Fait que il faut l'en garder. Là, à un moment donné, faut faire attention à, mettons, aux constructions qu'on fait, puis aux habitats qu'on détruit, parce que c'est primordial, ces milieux-là, pour justement subvenir aux aléas climatiques qu'on peut avoir, puis justement capter là, une partie des émissions de GS là, qui peuvent survenir avec le temps. Oui, absolument. Après ça, après la biodiversité, on avait l'éco-conception avec Sergio Da Silva. Ça, c'était super intéressant aussi. Pas trop longtemps. Ouais, là, c'est notre avant-dernier, là, cet épisode-là. Fait que c'était Sergio, c'était super intéressant aussi. Ça, on voyait c'est quoi premièrement un bien qui a été éco-conçu. Ouais. Puis après ça, c'est quoi les contraintes qui font en sorte que bon un bien ne sera pas éco-conçu. Qu'est-ce qui permet de le justifier. Puis aussi, nous, en tant que consommateurs, comment est-ce qu'on peut choisir quelque chose d'éco-conçu? Ouais. Tu sais, moi, ce que je me rappelle, si j'ai à définir un petit peu c'est quoi l'éco-conception, c'est le fait d'avoir pensé en amont à l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Ouais. D'un bien de consommation. Fait que, tu sais, par exemple, Sergio, s'il se met à dessiner, à concevoir justement une table ou une chaise, bien, il va penser, oui, à sa conception, aux matériaux qu'il utilise, mais aussi à leur dégradation, à leur recyclage à la fin du cycle de vie du bien. Fait que c'est intéressant de comprendre ça veut dire quoi concrètement, puis de voir que justement, choisir des biens éco-conçus, ça peut être bénéfique pour justement amoindrir son impact environnemental. Exact. Puis t'as aussi au niveau de la durabilité, tu sais, faire des biens qui sont réparables, que si jamais il y a une pièce qui brise, ben tu peux la changer facilement. Je pense aux électroménagers là, dans ce cas-ci. Fait qu'il y a ça qui est super important. Puis nous, en tant que consommateurs, comment est-ce qu'on peut choisir un bien de consommation éco-conçu? Là, c'était moins évident un peu. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on avait la garantie. On peut se fier à une garantie. Par exemple, si un fournisseur offre une garantie de 10 ans versus un qui offre une garantie de 2 ans, ben clairement, il pense que son produit est mieux conçu ou est conçu plus durablement. Ouais. Fait qu'on peut se fier là-dessus pour savoir, bon, est-ce que mon produit est de qualité? Puis c'est sûr que là, il y a aussi l'aspect analyse de cycle de vie qu'on avait discuté. Donc là, un produit qui est éco-conçu, il faut tenir compte pas juste de sa durée de vie, mais aussi de l'impact de ses matériaux. Fait que c'était plus compliqué que juste ça, mais ça reste que se fier à la garantie du fabricant, c'est quand même un bon indicateur de la qualité d'un produit.
Ouais, puis il y a des produits de consommation plus courante. Là. J'ai l'exemple bien simple d'une brosse à dents. Là. C'est pas ça qui va changer le monde, là, mais tu sais, moi, je sais que là, j'ai une brosse à dents électrique, mais mettons une prochaine brosse à dents, mettons jetable que je vais acheter, ça va en être en bois. C'est aussi bête que ça, là, tu sais. Fait que le bois, là, je sais pas trop, mais il va se décomposer, par exemple, une fois que la brosse à dents est en fin de vie, versus le plastique. Ce qui me mène peut-être au prochain épisode où le plastique, on sait, bon, c'est à base de produits pétroliers, puis c'est extrêmement long à se décomposer. En fait, je pense que ça se décomposait même pas. Là, ou ça se décompose, pas. mais c'est tellement ça devenait du microplastique, après du nanoplastique. Ben oui, c'est ça. C'était rendu des mini-particules. Ouais, du plastique, on l'a dit dans cet épisode-là, on en mange, littéralement. Ouais. Fait qu'il faut être conscient de ça aujourd'hui. Le plastique, l'humain apprécie ce matériau-là parce que, bon, il est peu dispendieux, il est hyper malléable, il est versatile, là. Il permet de faire plein de choses. On en a dans tout aujourd'hui. Là. Dans ton ordinateur, dans mon étui d'iPad en ce moment, partout dans nos micros, on avait parlé. Là. Fait que tu sais, d'en être conscient que ça provient justement, c'est un dérivé des produits pétroliers. Il y avait des émissions aussi attribuables à la décomposition du plastique, à la dégradation du plastique. Ouais. Dans les océans, là, on avait parlé des îles de plastique. Ouais. Fait que la dégradation de ça va venir émettre du CO2. Ouais. Puis après, bon, tous les inconvénients aussi en lien avec la pollution des organismes vivants, de l'eau et tout ça. Puis on avait parlé un peu de certaines pistes de solutions pour essayer de diminuer notre consommation plastique. Oui, tout à fait. Parce que quand on se promène à l'épicerie, c'est hallucinant là, de voir la... C'est ça, c'est l'exemple qu'on avait pris. Là. Puis encore une fois, depuis cet épisode-là, je porte attention. Puis en effet, tout est emballé dans du plastique. C'est débile. C'est fou. Fait que tu sais, c'est difficile, mais d'essayer de faire des choix, notamment à l'épicerie, de peut-être prendre un sac de plastique pour ses fruits et légumes, d'acheter des sacs soit en tissu ou réutilisables. C'est des petits choix comme ça. Puis encore une fois, on espère, puis sans doute qu'il va y avoir de moins en moins d'emballage fait de plastique, peut-être des plastiques justement recyclables ou plus recyclables. Mais c'est d'essayer de jeter un œil quand on fait son épicerie, par exemple, là, pour essayer de spotter ceux qui sont peut-être pas peu emballés dans du plastique. Là. Ça se fait. C'est pas toujours évident, mais il y a quand même des options. Moi, ce que je suis content de voir, c'est que oui, tu vas avoir ta laitue, par exemple, emballée dans du plastique, mais t'en as une autre à côté qui va être dans la section, par exemple, des légumes frais, puis là, il va y avoir les petits gicleurs dessus. Emballée. Mais elle n'est pas emballée. Fait que là, tu prends ça, puis il y a beaucoup moins de plastique. Des fois, il y a un élastique, mais c'est quand même pas mal moins pire. Fait qu'au moins, il y a des alternatives. Ouais. Fait que ça, c'est bon de le savoir. Puis, ben, si on fait ces choix-là, éventuellement, les épiceries vont remarquer, OK, ben, on vend plus de ces laitues-là. Pourquoi? Puis là, ils vont faire des sondages, puis ils vont se rendre compte que les consommateurs veulent ça. C'est ça. Puis là, tu mets là-bas un bon point qu'on n'a pas encore mentionné, mais tu sais, souvent, dans tout ce qui touche aux enjeux climatiques, on a l'impression que c'est plus gros que nous. Là. Mais tu sais, je pense qu'avec le podcast, du moins, moi, ce que j'ai appris, c'est il faut ramener ça au point de vue individuel. Veux pas, c'est la somme de chaque individu qui fait la société. Fait que si chaque individu fait des choix différents, ça va s'additionner et ça devient la société, tu sais. Fait qu'il faut pas se dire ça change rien, moi, ce que je fais, ou l'autre va compenser pour moi. Ouais. Chacun, on a notre part à faire. Puis si on fait chacun des petits choix différents, on amoindrit notre impact environnemental, mais ça s'additionne. Puis après ça va build up ensemble. Tu sais. Faut se responsabiliser aussi. Là. On peut pas dire c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des industries. Au final, c'est de la faute de tout le monde. Ouais. Mais à un moment donné, faut se responsabiliser puis dire bon, ben regarde, moi, je vais faire ce que je peux. Ouais. Puis, comme tu dis, si tout le monde fait ça, ben le reste va suivre. Ouais. Le consommateur, s'il décide de changer ses habitudes de consommation, les industries vont suivre naturellement. Ouais. Puis le gouvernement aussi, le gouvernement de l'autre côté, s'il voit que les citoyens veulent ça, ben il va mettre en place des lois, des politiques, des normes pour venir régir ça. Fait que je pense que c'est important de faire ces choix-là. Puis de fil en aiguille, on va atteindre un monde plus durable. Ouais. Non, il n'y a pas de doute là-dessus. Écoute, ça nous amènerait à notre dernier épisode sur l'eau, dernier épisode de la saison 2. Qu'est-ce qui t'a retenu de ça? Ouais. Moi, ce que j'ai retenu de l'eau, niveau émission de CO2, c'était négligeable. Ouais. Au Québec. Là, je parle vraiment au Québec. Ça, ouais. Fait qu'émission de CO2, pollution, bon, il y avait de la pollution quand il y avait des déversements, des fois, quand il y a des grandes crues, des pluies. L'usine de traitement d'eau n'était pas en mesure de tout filtrer cette eau-là. Fait qu'il en envoyait directement dans le fleuve, par exemple, sans la traiter. Donc ça peut être une source de pollution.
Sinon, j'avais aussi... Tu sais, au Québec, on est quand même... on est très chanceux, là, on a beaucoup d'eau. Ouais. Mais il y avait un phénomène quand même attribuable au fait que quand on construit beaucoup, on vient asphalter, tout ça, ben on diminue la capacité de rétention des sols. Ouais. Puis là, ça fait en sorte que l'eau qui tombe par pluie va percoler plus rapidement jusqu'au fleuve ou dans les rivières. Et là, on va perdre l'effet d'éponge des sols. Ouais. Donc, l'eau qui tombe, en 2 jours, par exemple, on va être rendu dans le fleuve, versus si elle avait eu un sol avec un bon effet d'éponge, ça l'aurait pris 2 semaines. Donc là, on perd cette eau-là. Fait que s'il n'y a pas de pluie pendant 1 semaine, ben t'as moins d'eau. C'est ça. Donc, ce phénomène-là aussi. C'est ça. Puis parce que moi, je me rappelle, j'étais arrivé dans cet épisode-là en me disant, tabarouette, de l'eau, là, rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout n'est que transformé. Puis là, on entend de plus en plus que de l'eau, il faut faire attention. Ailleurs dans le monde, ils en ont presque plus ou ils en ont de moins en moins. Puis là, ça s'en vient au Québec. Là. Mais tu sais, le Québec, pourtant, on entend aussi que justement, on a toujours eu de l'eau. Là, puis c'est pas un danger. Fait que là, moi, je voulais comprendre, à part si où cette eau-là. Fait que c'est très bien résumé, c'est de se dire que dans tout le cycle de l'eau, là, c'est juste que sous forme liquide de l'eau, là, il y en a de moins en moins parce que justement, le cycle de l'eau est affecté notamment par les changements climatiques. Fait que de faire attention à sa consommation d'eau, et oui, même au Québec, c'est important, puis ça va faire une différence. Surtout dans les périodes, là, elle nous parlait de surtout au courant de l'été. Ouais. Il peut y avoir une semaine de canicule ou plusieurs jours sans pluie. Ben là, ça devient plus critique de gérer notre eau correctement. Fait que c'est l'exemple bien simple de venir laver son entrée avec sa hose l'été. C'est peut-être pas nécessaire. Là. À éviter. C'est ça. Encore là, ça sert à quoi? Est-ce que ça te procure du bonheur? Ouais, peut-être pour certains, mais bon. Peut-être. Fait que si on repasse les grandes étapes, là, si on veut réduire notre impact, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est sûr qu'il faut garder en tête l'impact réel de ce qu'on fait comme changement. Je pense que c'est important de retenir que les 3 grands secteurs, c'est transport, alimentation, puis après, consommation. En fait, pas après, sont tous équivalents, en tout cas. Peut-être pas exactement, mais grosso modo, c'est un tiers. Ouais. Fait qu'agir sur ces éléments-là, transport, on vient soit réduire ou changer notre manière de se transporter, de se déplacer. Y penser en amont. Ouais. Alimentation, on vient réduire le gaspillage, réduire notre consommation de viande rouge. Ouais. Puis après, ben tout le reste, consommation, essayer de faire des choix plus éclairés, réduire notre consommation. C'est ça, se poser la question. Est-ce qu'on a besoin? Exact. Puis ultimement, les choix éclairés qu'on fait, ça va avoir un impact sur tout le reste de la chaîne d'approvisionnement, sur les industries aussi. Ouais. Puis les compagnies vont s'adapter à ce que les clients veulent au final. Je pense que... C'est un bon résumé. Ça fait pas le tour, mais c'était 2 belles saisons. En tout cas, on va avoir ratissé large. On va avoir fait des épisodes puis des sujets différents. Fait que, justement, je pense qu'avec la diversité des sujets qu'on a fait, on couvre très bien le portrait. Nous, c'était ce qu'on veut avec le podcast, c'est de mieux comprendre les enjeux environnementaux. Puis je pense qu'on a couvert les principaux sujets. Puis tu viens de bien résumer les pistes d'action. Fait qu'écoute, après 2 saisons, particulièrement pour la 2e saison, je te laisserai aller avec les remerciements. Il y a des gens qui nous ont aidés, des entreprises aussi. Qui a fait en sorte que cette 2e saison-là était possible? Oui, on a été très bien supportés. Puis nous, c'est à but non lucratif. Là. On a fait ça les soirs de semaine. On a monté nos épisodes, tout ça. On a été accompagnés par, je pense à Samuel Bolduc, notre monteur audio, qui a fait un super travail, qui est avec nous depuis le début de la saison 1. C'est lui qui nous a guidés dans tout ce qui est matériel audio. Ensuite de ça, il nous a fait le montage pour tous nos épisodes. Donc, merci beaucoup, Sam. Yes, merci. Ensuite de ça, on a Elisabeth aussi. Elisabeth, notre conseillère marketing. Elle a été avec nous saison 1, saison 2. Elle nous a alignés sur tout ce qui est réseaux sociaux. C'est ça. Elle nous a donné des pistes. On partait de zéro. Fait qu'elle nous a guidé un petit peu pour s'assurer qu'on ait moindrement de l'allure. Oui, exact. Fait que merci beaucoup, Ellie. Ensuite de ça, on a Marc, votre studio créatif, qui était avec nous pour la saison 2 du podcast, qui nous a permis d'être filmé pour notre saison 2. Merci beaucoup, Marc, pour ton professionnalisme et ta flexibilité. Ensuite de ça, finalement, pour ma partie, je voudrais remercier tous nos invités. On a eu quand même beaucoup d'invités, des gens qui ont pris de leur temps pour venir nous rencontrer. C'était du temps personnel, ils n'étaient pas rémunérés pour ça. C'était des gens passionnés
qui sont venus nous parler d'un sujet qu'ils connaissaient bien. Pour une bonne cause. Pour une bonne cause, exact. Ouais. Fait que merci beaucoup à tous nos invités si vous êtes à l'écoute. Yes, puis écoute, je prends le relais pour finir les remerciements. Là. Pour mon côté, je veux remercier nos partenaires. EC Café, vous l'avez vu là, dans notre setup, on dit mon essai que vous le voyez un petit peu. Là. Fait que c'est justement un détaillant, un producteur de café durable de la grande région de Québec. Fait qu'hésitez pas, on a un code promo aussi, EC Café. C'est détaillé sur notre page Instagram. Fait qu'on vous invite, si jamais vous avez des besoins en termes de café aussi, de produits connexes à ça. Ils se lancent tranquillement, là, ils commencent à se diversifier dans des produits en lien avec ça. Ils nous ont supporté avec un code promo, fait que c'est super apprécié. Aussi des capeurs reçus, là, c'est mon entreprise, mais bon, je me permets de le remettre de l'avant un petit peu, parce que c'est en lien avec le sujet de cet épisode, je veux pas. Puis tu sais, je le vois, là, je de plus en plus, je vois de plus en plus de clients qui nous parlent un peu des raisons pourquoi ils font affaire avec nous. Puis tu sais, c'est une bonne façon de remettre de l'avant l'idée. Ça retouche un peu les vêtements tantôt. Si on regarde juste ce qu'on a déjà en main, comment on peut être satisfait avec ce qu'on a et peut-être donner une nouvelle vie. Fait que moi, c'est dans le cas de Capeur Rossé du mobilier. Revaloriser ce qu'on a. Comment on peut le revaloriser. Puis on se rend souvent compte, comme je reprends l'exemple du linge, souvent, ça coûte moins cher de faire avec ce qu'on a. Puis juste en faisant des petites modifications, on est capable d'aller chercher quelque chose qui est comme neuf ou qui répond justement à des nouveaux désirs en termes d'apparence. Fait que des capeurs assez, ça a des besoins de remettre à neuf du mobilier en bois, des armoires, des cuisines de salle de bain. Du moment que c'est en bois, des capeurs assez, on est capable de refaire un job. C'est une manière de faire de l'économie circulaire, de réutiliser des biens qu'on a déjà. Puis tu sais, pour les jeunes, là, moi, c'est vrai que notamment, là, je sais très bien, puis là, j'en vais passer des meubles au décaporacé, mais si j'ai à meubler, par exemple, un condo, une maison, là, marketplace, là, plein de meubles à donner pratiquement. Puis justement, il y a moins de soit le faire en DIY ou soit de l'envoyer à quelqu'un, justement, comme Décapor, soit d'autres entreprises qui refont la finition. Puis c'est fou, là. On est capable d'avoir des meubles personnalisés de qualité à moindre coût, puis c'est de l'économie circulaire. Ouais. Puis tu sais, tout ce qui est seconde main, là, on parle de marketplace pour les meubles, mais pour plein de choses en réalité qu'on consomme. Je comprends pas, tu sais, faut utiliser ça, là, c'est faible impact environnemental, ça coûte moins cher, c'est juste. Puis on a de la plus grande qualité qu'est-ce qu'on aurait dans le neuf pour le Oui, dans le cas des meubles, quand t'as du bois, du bois brut, c'est. Ouais. Puis c'est ça, puis finalement, remercier nos auditeurs, carrément. Fait que à vous qui nous écoutez, un gros merci d'être là, de nous avoir suivis après 2 saisons. Puis n'hésitez pas à aller écouter les épisodes qu'on a produits dans 2 saisons. Ça s'écoute super bien au travers du temps. C'est des sujets spécifiques en fonction de chaque épisode. Je pense que ça peut valoir la peine de les écouter puis les réécouter une fois de temps en temps pour garder en tête les différents sujets, différentes pistes d'amélioration en tant que citoyen. Fait que un gros merci à vous là, pour nous avoir écoutés durant 2 saisons. Puis merci à toi, Eric. Hein, c'était un beau projet. On a fait ça ensemble. Puis je suis fier de ce qu'on a réussi à construire. T'sais. L'objectif, c'était de rendre accessible de l'information de qualité puis de le vulgariser autant que possible. Je pense qu'on a bien réussi à faire ça en ayant des experts invités puis que nous, on pose nos questions d'un point de vue plus citoyen. Fait que le matériel qui est là, nos presque 20 épisodes, c'est du matériel de qualité qui est backé par la science puis par des experts. Ouais. Et c'est accessible. Donc, c'était l'objectif, puis on a réussi à atteindre ça. Je pense que oui. Je te retourne avoir la médaille. Yes, un gros merci à toi. On a atteint l'objectif qu'on voulait. Ouais. Rendre du contenu de qualité, crédible, concret, simple. C'est ce qui conclut la saison 2 de Bien comme un podcast.